Bonjour. Bonjour à tous. Donc on va vous présenter un sujet maintenant autour de la cybersécurité industrielle avec un témoignage de la société Andros sur un retour d'expérience sur la sécurisation des sites industriels. Donc je suis Stéphane Potier, moi je suis responsable de l'offre cybersécurité industrielle chez Advance. Advance c'est une entreprise française, c'est un pure player, ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire qu'on fait que de la cybersécurité, on fait toute la cybersécurité, et donc on a un focus très fort bien entendu sur la cybersécurité industrielle. Donc à mes côtés, donc Franklin. Oui, bonjour à tous. Donc Franklin Soucé-Joseph. Donc moi je suis de la société Andros, je travaille au sein de la direction industrielle et je suis en charge de la cybersécurité industrielle. Donc je suis référent pour tout le groupe de toute la partie cybersécurité industrielle. Il y a donc à mes côtés Marc Coutelin aussi de la société Nozomi. Bonjour à tous, donc moi je suis responsable de l'activité de Nozomi Networks pour la France. Nozomi, on est un éditeur de solutions de sécurité pour les environnements industriels et IoT. Voilà, et le but de cette présentation, c'est de vous montrer ce qu'on est capable d'apporter dans ces environnements-là, sans trop vous saouler par le produit, etc. Donc on va vraiment parler de choses concrètes. Voilà, donc on aura 3 présentations. Donc la première, moi je vais faire une petite introduction à la cybersécurité industrielle, l'état des lieux un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur agro hein, qui nous concerne ici aujourd'hui. Et puis vous expliquer un petit peu aujourd'hui quels sont les chemins d'entrée, hein, les chemins d'attaque des attaquants. Et puis comment on peut sécuriser tout ça. Du coup, on peut passer le slide, c'est ici si j'ai bien compris. Si ça fonctionne, parfait. Donc, il n'y a pas de retour, donc je fais un petit retour vidéo à la main. Donc, il y a des spécificités en fait. Hein, donc, ce qu'on appelle l'OT, en fait, hein, ce sont les technologies opérationnelles. Donc, c'est tout ce qui va être les technologies qu'on va retrouver dans les sites de production, dans les usines, hein, pour faire court. Donc, il y a une particularité assez forte, hein, c'est que généralement le focus c'est sur la production. Donc, c'est des sites qui produisent 24 heures sur 24, souvent 7 jours sur 7. Et donc, avec une forte contrainte qui est la disponibilité des systèmes industriels. Et donc bien entendu une corrélation qui fait qu'un arrêt de production va coûter relativement cher en général. En fonction des industries c'est plus ou moins vrai, mais globalement en tout cas dans l'agroalimentaire les heures d'arrêt de production sont assez coûteuses. Et ça on va le voir, ça a un impact à la fois pour l'attaquant, il va avoir une motivation particulière suite à cette notion d'importance de la disponibilité, et aussi un impact sur la façon dont on peut sécuriser les installations. Parce que il est bien évident qu'on ne peut pas aller patcher un système industriel, le mettre à jour lorsqu'il fonctionne, comme un PC, hein, qu'on peut faire éventuellement une mise à jour le soir. Sur les systèmes industriels, ça va être un peu plus compliqué, ça va être une contrainte. On a des équipements qui sont avec une durée de vie très longue. Ça va avoir un impact fort parce que c'est des équipements qui vont être connectés, qui vont être aujourd'hui assez fragiles parce qu'ils ont été développés il y a plusieurs années. Ils ont été développés sans un état d'esprit où il y aura des attaquants cyber en face. Et donc ils sont assez mal protégés finalement. Et comme c'est des équipements qui vont rester très longtemps sur les installations industrielles, en fait ils vont devenir assez rapidement obsolètes. Et donc il va falloir, et c'est ce qu'on va travailler assez rapidement je pense avec l'écosystème des fabricants d'équipements et de machines industrielles, il va falloir les mettre à jour continuellement. C'est quelque chose qui ne se fait pas ou peu aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est faciliter la vie des attaquants de manière vraiment importante. Donc c'est un point à prendre de manière très importante. Et puis bien entendu, on est sur des systèmes de production. Donc il y a une interaction avec le monde physique, hein, avec les opérateurs, avec l'environnement, avec éventuellement la population autour. Hein, et donc un risque de cyberattaque ne fait pas que voler des données ou faire planter un PC. Hein, ça peut avoir des impacts majeurs pour l'homme, pour l'environnement. Et aussi, pourquoi pas, il y a pas mal de cas comme ça où en fait les attaquants s'amusent juste à détruire l'outil industriel, là pour nuire à l'entreprise. Rapidement, juste un slide hein, sur cette notion de convergence en fait, hein, puisque aujourd'hui on a quand même, vous allez voir dans les stands, on parle beaucoup d'industrie 4.0, de convergence de technologies IT et OT. Donc IT c'est l'informatique, bureautique, gestion. OT c'est plutôt l'informatique industrielle, on va dire, les systèmes de production. En fait, cette convergence fait que les systèmes sont de plus en plus communicants, embarquent vraiment de plus en plus de technologies standards du monde de l'IT. Et ça fait vraiment une équation assez au bénéfice finalement des attaquants, parce qu'ils vont trouver des technologies qu'ils connaissent bien, hein, ils sont habitués à faire des attaques sur les systèmes IT tous les jours. Et donc là, en fait, ils vont rentrer dans le système industriel de manière vraiment
en terrain connu aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose aussi qui est importante, c'est qu'on rajoute tout un tas d'objets connectés. Il y a assez peu de sécurité aujourd'hui, de cybersécurité sur les objets connectés. Donc en fait, on va mettre dans l'usine plein finalement de points d'entrée pour les attaquants et ça va leur faciliter considérablement la tâche. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir qu'on a toujours l'image en termes de cybersécurité de la partie gauche, les attaques sur les infrastructures critiques. Ça existe toujours et ça continue d'exister. Il y en a régulièrement. C'est des infrastructures qui sont attaquées souvent par des groupes plutôt étatiques. Là, on est sur des attaques au niveau des États, avec un faible volume d'attaque. Donc ça, pour les défendre, il y a une stratégie à élaborer. Par contre, il y a une autre type de menace qui est en train de se faire, justement à cause de l'introduction de toute cette connectivité dans les usines. C'est ce que j'appelle une cible industrie 4.0, c'est-à-dire qu'on va cibler les usines connectées, et là dans un objectif qui ne va pas être un objectif stratégique, d'aller avoir un impact sur un État, mais qui va juste être un objectif financier, d'aller faire une demande de rançon chez un client. On en parle beaucoup aujourd'hui des attaques par rançongiciel sur les systèmes informatiques standards. Mais en fait, c'est en train d'arriver de la même façon sur les systèmes informatiques industriels. Et là, la grosse différence, c'est qu'il y a un très fort volume d'attaques. Il y a beaucoup d'attaques qui arrivent déjà sur ce scénario-là. Et pour les protéger, ça va être très différent, parce que pour protéger des systèmes critiques, c'est assez simple, entre guillemets, parce que c'est critique, donc on y fait très attention. Il y en a très peu, donc on peut mettre beaucoup de ressources pour les protéger. Les systèmes industriels généraux, type Industrie 4.0, il y a déjà beaucoup moins de monde pour le protéger, des moyens qui ne sont pas les mêmes non plus, et puis du coup un volume d'attaque qui va être plus important. Donc ça met vraiment une problématique très, très différente sur la façon de le protéger. En termes d'attaquants, donc là la source des risques, donc les attaques étatiques, ça existe depuis toujours et ça continuera d'exister. Ils ont des moyens qui sont pratiquement infinis, mais ils vont cibler des choses qui vont être très stratégiques. Enfin, on le voit aujourd'hui, encore une fois, on a des attaques qui sont en train d'être faites là même en ce moment. Enfin, si vous écoutez un petit peu la presse, il y a eu des attaques hier sur des sites étatiques français. Donc il y a beaucoup de notions d'espionnage, de destruction de cibles. On l'a vu dans l'histoire des cyberattaques, il y a eu quand même pas mal de destruction de cibles. Et la première attaque cyber-industrielle qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus de 10 ans, qui était Stuxnet, c'était une destruction d'usines d'enrichissement d'uranium assez connue. Le crime organisé, donc là c'est vraiment aujourd'hui ce qui est le plus visible, c'est la face vraiment émergée de l'iceberg, avec des moyens très importants puisqu'il y a beaucoup d'argent à faire. C'est aujourd'hui un business extrêmement rentable. Je pense qu'il est à peu près du niveau du trafic de drogue en termes de rentabilité de business. Là, c'est tout simplement une motivation financière. C'est des attaquants, des gangs, tout simplement, c'est de la criminalité. Et donc ça, aujourd'hui, c'est en plein boom. On en entend parler tous les jours avec tous les gangs qui se font arrêter, qui renaissent. Donc il y en a beaucoup. La concurrence, ça, il ne faut pas la négliger quand même sur cet aspect concurrence. C'est des moyens modérés, mais aujourd'hui, il est assez simple d'acheter des armes cyber sur le marché. Sur le marché noir cyber, ça existe, ça ne coûte pas très cher. Là, on peut avoir une motivation commerciale, tout simplement. Alors, le plus simple, c'est l'espionnage industriel. On est extrêmement naïf par rapport à ça en France. J'aimerais bien faire un petit sondage, savoir combien d'entre vous ici ont un outil qui permet de détecter de l'espionnage industriel sur ces systèmes industriels. Franchement, souvent, ça fait assez peur. Moi, j'ai des clients qui se disent, mon secret industriel il est dans cet équipement-là, toute ma valeur, elle est là. Quand on s'aperçoit qu'il y a déjà un attaquant qui est dans la place et qui a déjà accès au plan depuis pas mal de temps, ça remet pas mal de choses en question. Ça peut être des diffusions de données, ça peut être tout un tas de choses, du vol de données sensibles, pour tout simplement une raison de concurrence. Le dernier, c'est l'activisme. Donc l'activisme avec un H pour le hacker qui fait de l'activisme. Donc là, c'est des moyens modérés aussi, motivation idéologique. Et ça peut avoir un impact assez fort en fonction de votre business. De prendre vos données, de les diffuser. Aujourd'hui, ça peut pousser une cause. Ça peut avoir un impact aussi sur l'activité. On l'a vu, alors c'était pas de l'activisme cyber qui s'est passé, mais il y a quelques jours, il y a un groupe d'activistes qui a mis le feu à un poste de transformation énergétique en Allemagne, qui a bloqué l'usine Tesla pendant un certain temps. Donc ça peut se faire de manière cyber. Là, ça a été fait avec un moyen physique, mais c'est la même chose. En termes de chiffres, donc on a quelques chiffres à fournir.
mais le premier chiffre, pour moi, c'est le plus important, c'est l'impact d'une cyberattaque sur les systèmes de production. On est en moyenne aujourd'hui sur 21 jours d'arrêt de production, donc, total ou partiel. Alors c'est un chiffre, celui-là, qui est donné par l'ENISA, qui est l'agence européenne de la cybersécurité. Nous, ce qu'on observe chez Advent, c'est que l'impact il est beaucoup plus important en général en fonction du type d'attaque. C'est-à-dire qu'une attaque qui est relativement méchante avec une entreprise qui est mal préparée aux cyberattaques, on est plutôt sur une durée, on va dire, de 2 mois minimum d'arrêt de production total ou partiel, et puis un impact qui dure en général entre 12 et 14 mois. Donc il ne faut pas croire qu'une cyberattaque, c'est un impact de 2 jours. L'impact de 2 jours, c'est juste un impact médiatique. Pendant 2 jours, on en parle à la télé. Mais sur l'entreprise, généralement, ça dure plutôt 1 an. L'augmentation, on le voit sur le chiffre du milieu, je vais aller vite parce qu'on n'a que 20 minutes sur cette présentation, mais c'est 140% d'augmentation. Donc on voit bien que l'augmentation aujourd'hui des cyberattaques sur les systèmes industriels est critique, elle est très forte. Et c'est une croissance qui est en croissance, c'est relativement exponentiel. Un point vraiment d'attention, c'est cette notion d'accès distant. On le voit, donc ça c'est un chiffre que nous on a observé ces dernières années chez nos clients. On a à peu près 37% des cyberattaques qui rentrent par un système d'accès distant. Donc là, c'est un petit message qu'on passera après avec Franklin d'Andros sur cette notion de comment un fabricant de machines, par exemple, va faire de la maintenance à distance sur sa machine. Il faudrait porter une attention très particulière parce que ça, c'est vraiment plus d'un tiers des attaques qui passent par ces chemins-là. Et enfin, les vulnérabilités, aujourd'hui, donc on est à peu près sur 600-700 vulnérabilités tous les 6 mois qui sont découvertes. Donc ça fait on va dire 1400 par an pour faire court. 1400 vulnérabilités découvertes par an sur les systèmes industriels. Si on reprend la durée de vie d'un système industriel qui est une dizaine d'années, on va dire entre 10 et 20 ans, grosso modo, l'attaquant, il a à sa disposition 15 000 vulnérabilités qu'il peut exploiter. Et sachant qu'une vulnérabilité suffit pour rentrer, s'il l'exploite bien, ça vous montre un peu le côté gruyère de la chose. Donc là, pour résumer, il y a un petit slide qui montre que si on ne fait rien en termes de cyber, grosso modo, il y a un petit Eldorado là, qui va être relativement dangereux pour nous. Donc à la fois cette notion de système industriel qui est mal protégé, cette notion d'augmentation de la connectivité sur un système qui est mal protégé, les attaquants qui voient en fait qu'un arrêt de production ça coûte cher, et donc ils vont commencer à se dire du coup si j'arrête la prod, finalement la pression va être tellement forte qu'ils vont payer une rançon plus élevée et ils vont la payer plus rapidement. Quand on vous bloque vos données, on vous cryptologue un PC, c'est gênant. Quand on vous bloque la production, souvent la pression elle est un tout petit peu plus forte quand même. Enfin, nous on l'a vu sur des cyberattaques, quand il y a une file de 10 km de camions parce qu'il n'y a plus personne qui peut rentrer et sortir de l'usine, ça calme en général plutôt pas mal. Cette notion de convergence technologique, donc l'IT, l'OT, clairement ça va faciliter la vie des attaquants, je l'ai déjà dit. Un point que je n'ai pas dit, qui est vraiment intéressant, c'est cette notion d'intelligence artificielle. Aujourd'hui on connaît tous ChatGPT. Il faut savoir qu'il y a des intelligences artificielles qui vont être destinées aux attaquants, qui ne seront pas disponibles sur l'Internet standard, ce sera disponible plutôt sur le dark web. Mais là, ça va être des armes cyber qui vont être très efficaces pour les systèmes industriels. Et c'est important pourquoi ? Parce que l'attaquant, du coup, c'est un businessman. L'attaquant, aujourd'hui, c'est une entreprise. Son objectif, c'est de faire du retour sur investissement. Et en fait, s'il faut analyser pendant 3 mois comment attaquer un système industriel, ça ne va pas forcément être très intéressant pour lui. Alors qu'en fait, s'il pose la question à une intelligence artificielle dédiée, comment je fais pour attaquer ce type d'industrie, il va savoir par exemple dans l'agroalimentaire, on va retrouver plutôt ce type d'équipement qui communique plutôt avec ce type de protocole industriel. Il y a plutôt ces fournisseurs-là finalement qui sont présents chez tel et tel client. Voilà l'arme qui va rentrer très facilement chez l'utilisateur X ou Y. Donc ça c'est vraiment important parce que ça va réduire le coût d'entrée pour l'attaquant et donc c'est un point à surtout pas négliger. Là c'est un slide qui montre juste les cyberattaques qui ont eu lieu, les grosses, qui ont eu lieu dans le secteur agri-agro depuis 1 an. Donc j'ai pris juste une liste publique d'entreprises qui se sont fait attaquer depuis 1 an, avec des attaques majeures. Derrière c'est soit des rançons de plusieurs millions de dollars, soit des blocages de production sans paiement de rançon, mais qui coûtent pareil. Enfin, on est sur des coûts en général, on le voit sur le slide d'après, qui sont au moins de 10 millions de dollars par entreprise attaquée. En termes de groupes, donc là j'ai mis en bas les groupes d'attaques qui sont assez actifs aujourd'hui sur le secteur agri-agro.
donc avec du Black Matter, Anonymous, Blackbastar, Reveal, Conti, Ryuk et Logbit. Donc là, voilà, ça c'est des gens, j'espère pour vous qu'ils ne rentreront pas chez vous. Un exemple de cyberattaque sur l'agri, hein, donc j'en ai mis 4, hein, mais bon, c'est juste 4 exemples hein, qui datent un petit peu maintenant, c'est du 2021 je crois cela. On voit l'attaque, hein, ça coûte à chaque fois entre 9 et 25 millions de dollars une attaque. Donc voilà, c'est pas mal d'éviter quand même parce que ça fait un petit trou dans les revenus de l'année. Il y avait une étude qui s'est sortie hein, qui montrait que grosso modo une cyberattaque c'était à peu près 60% des entreprises de taille moyenne qui ne survivaient pas au-delà de 12 mois après une cyberattaque. Hein. Donc c'est des chiffres qui sont relativement effrayants quand même, hein. Il faut absolument s'en protéger. En termes de vecteurs d'attaque, ça passe. Ouais. Donc vecteurs d'attaque, je vais aller vite, mais grosso modo, il y a 6 vecteurs d'attaque hein, qui sont assez usuels. L'accès distant, hein, donc le modem qui permet à quelqu'un d'accéder directement au niveau des couches machines. Ça, c'est gênant parce que ça passe souvent pas par les systèmes de protection, on le verra sur le slide après, mise en place par l'entreprise, ça passe vraiment sous les radars. La notion de phishing, ça vous le connaissez tous les jours, vous en recevez probablement, que ce soit au travail ou sur sa boîte mail personnelle, on en reçoit tous les jours. Sur les postes de production qui sont équipés de systèmes de mail, il faut aussi y faire attention. Normalement, ce n'est pas recommandé d'avoir du mail ou de la bureautique sur les systèmes de production. Le plus gênant aujourd'hui, c'est la partie supply chain. Hein. Vraiment, aujourd'hui, les attaques, et ça c'est spécifique à la cyber, en fait, l'attaque cyber, elle va rentrer par le maillon le plus faible de la chaîne. Donc si vous vous protégez super bien, mais que vous avez un fournisseur qui est mal protégé, l'attaquant il va passer par le fournisseur. Enfin, c'est ce qui s'est passé, on en a entendu parler beaucoup il y a ces quelques années avec Airbus. Hein. Airbus qui s'est plutôt bien protégé ces dernières années, mais en fait les attaques passaient toujours par les fournisseurs. Et donc là du coup il faut un message important, il ne faut pas uniquement se protéger soi-même, mais il faut aussi accompagner ses fournisseurs. Et là dans le domaine de l'agri-agro, c'est vraiment un message qu'on veut passer, enfin si on est là aujourd'hui aussi tous les trois, c'est pour passer ce message, c'est que les utilisateurs aujourd'hui se protègent de plus en plus. Il y a la réglementation qui arrive là, qui va demander de plus en plus de protection aussi, avec des pénalités très importantes d'un point de vue financier et pénal. Mais il ne faut pas uniquement se protéger soi-même, hein. Il faut aussi demander à ses fournisseurs de se protéger et de venir avec la preuve, hein, comme quoi ils sont protégés. C'est hyper important. Voilà. Bon, les objets connectés, les clés USB, les petites connexions Internet, tout ça, on en rencontre dans toutes les usines hein, aujourd'hui. C'est malheureusement un vecteur d'attaque très fort et très facile pour les attaquants. En termes de chemin d'attaque, on a plusieurs chemins. Donc on a le petit attaquant qui est là-haut avec le système, on voit ici, alors ça, non ça marche pas, je ne peux pas montrer le laser, mais grosso modo dans les couches hautes, on a le système plutôt IT, entre guillemets, gestion de l'entreprise, et puis plus on descend, on va descendre vraiment sur la couche basse, au niveau des entrées-sorties, vraiment interaction avec le produit et le monde physique. En fait, on a les attaques standards, hein, qu'on va... Je ne sais pas où il est le capteur. Les attaques par Internet, où en fait l'attaquant essaye par différents moyens, soit par Internet, soit par les clouds, soit par les emails, d'aller descendre sur le système d'information industrielle. Ça, aujourd'hui, c'est plutôt bien protégé dans les entreprises. Les services informatiques et les services de cybersécurité protègent cet accès de manière relativement efficace aujourd'hui. Donc la flèche verte, elle est assez peu probable, même s'il y a certains qui ne s'en protègent pas, mais bon là on ne peut pas non plus... il faut le faire, hein, c'est vraiment indispensable aujourd'hui, sinon là vous allez courir droit à la catastrophe. Mais malheureusement, ou heureusement, hop là, il y a des accès de télémaintenance, et ça le problème, alors c'est très pratique, hein, parce que ça fait faire de la télémaintenance directement sur les machines depuis le site du fournisseur ou de l'intégrateur. Ça a un gros défaut, c'est que ça passe, et on le voit bien sur le schéma, ça passe à travers complètement tout ce qui est mis en place en termes de cybersécurité entre ici le chemin de la première flèche verte en haut. Donc le client, entre guillemets, l'utilisateur final, hein, comme Andros ou autre, protège très très bien cette première flèche verte qui descend entre l'IT et l'OT. Mais là, avec un accès télémaintenance comme ça direct, en fait, vous bypassez tout ce qu'il a mis en place en termes de cybersécurité. Et si l'attaquant, entre guillemets, bénéficie de cette brèche, hein, et c'est cette brèche-là qui représente 37% des attaques aujourd'hui, c'est quand même assez dommage. Donc ça, il faut absolument mettre en place d'autres moyens de télémaintenance, et on en parlera un petit peu plus tard. Les autres accès, c'est tout ce qui est objets connectés aussi, hein, donc ça, moi, je le vois dans les usines aujourd'hui. Les gens mettent des objets connectés directement sur les systèmes physiques, sur les machines, il y a des capteurs de partout. Il est très simple de détourner le rôle d'un capteur. Un capteur, normalement, ça ne fait que remonter de la donnée.
mais je peux vous garantir que pour un hacker, d'aller transformer son capteur, non pas en je remonte de la donnée, mais je deviens le point d'attaque dans l'usine, c'est extrêmement simple. Même moi, j'ai pu le réaliser assez simplement sur une caméra vidéo, en fait, une caméra de supervision de machine, qui est devenue finalement le point de relais de l'attaquant dans l'usine. Et enfin, la dernière flèche, il y a encore des piles, alors le côté intégrateur-mainteneur qui arrive, et ça on le voit de plus en plus aussi, donc l'intégrateur qui vient avec son PC, qui fait du travail de maintenance, pareil, ou d'intégration chez plein de clients, et donc le PC il a d'assez fortes chances d'être lui-même contaminé par un malware. Et donc par rapport à ça, en fait, il faut absolument mettre en place des mesures pour éviter qu'il y ait une propagation de ce PC vers le système industriel. Et bon, ça, c'est pas tous les jours, mais presque, qu'on rencontre des arrêts de production parce qu'il y a un PC d'un mainteneur qui avait un malware, et quand il se connecte au réseau, le malware se propage et fait un arrêt de production. Donc ça, c'est vraiment des chemins sur lesquels le client, aujourd'hui, le client d'Advance, donc souvent l'utilisateur final, a un problème à maîtriser ces chemins-là, donc il faut absolument, et ce sera le message qu'on passera à la fin, les contenir. En termes de mesures, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je ne vais pas toutes les développer, on n'a pas le temps malheureusement. On va se focaliser là sur la suite de la présentation, donc que Marc va faire et que ensuite Franklin fera un petit retour d'expérience sur comment on l'a mise en place chez eux, chez Andros. C'est cette notion de sécurité opérationnelle, de surveillance en fait finalement en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des réseaux industriels pour aller détecter un incident de sécurité. Là, l'idée, c'est vraiment détecter l'incident pour éviter la cyberattaque. C'est ça absolument la clé. Et donc, on a ce qu'on appelle un SOC, qui est un centre de supervision de la cybersécurité. C'est un peu, des fois, on voit la télé, c'est plein d'écrans avec des opérateurs qui sont en face. Et puis, on a des alertes qui remontent de tous nos clients. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 clients. Voilà. Dès qu'il y a des alertes qui remontent, elles affichent en rouge, et il y a des équipes qui sont en charge de comprendre ce qui se passe et de bloquer l'attaquant au plus vite. En termes de chaîne de détection, donc là on rentre un peu dans la technique, mais pour vous expliquer grosso modo ce qui se passe, donc une chaîne de détection et de réponse en fait, c'est tout un tas de technologies. Donc on a, ah oui non c'est pas mon PC, donc on a en bas tout ce qui va être les produits finalement de sécurité qui nous permettent d'avoir de la visibilité. Et donc là, on a tout en bas à droite le produit qui nous permet de faire de la cybersécurité sur les environnements industriels, donc OT, et sur les objets connectés IoT. Donc c'est la présentation qui va juste suivre sur Nozomi Network. Donc c'est un produit, c'est une sonde de détection en réseau. On va voir ça juste après. Au-dessus, donc il y a toute la technologie Avance qui permet de faire une analyse précise des incidents cyber. Tout au-dessus, c'est les équipes. Le Fusion Center, c'est l'équipe Advance qui va protéger, donc avec plusieurs équipes. Une équipe en charge de la surveillance, une équipe en charge de la maintenance opérationnelle et de sécurité de la solution de sécurité elle-même. Et puis, une équipe tout à droite d'experts technologiques et des experts de données. En fait, il faut savoir qu'un centre de sécurité opérationnelle de la sécurité aujourd'hui, de la cybersécurité, c'est beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning, parce qu'on a des milliards d'attaques par jour, et s'il fallait un humain derrière pour aller qualifier chaque attaque, on ne s'en sortirait pas. Donc en fait, il y a un pourcentage extrêmement important d'événements qui sont traités directement par l'intelligence artificielle, et à l'opérateur, on va lui donner vraiment, je dirais, presque la conclusion de ce qui est en train de se passer. Et donc à droite, on a ce qu'on appelle le SOC portail client, c'est l'interface avec le client en fait. Donc l'équipe client va interagir avec le SOC, parce que forcément, en industriel, on va aller faire de la remédiation entre guillemets douce. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons bloquer la production parce qu'on a suspecté une super attaque. C'est toujours une communication avec le client pour se dire, voilà, on a détecté quelqu'un qui s'est introduit dans l'usine de manière frauduleuse. Il est en train de prendre la main sur tel et tel équipement. Il est en train d'essayer de faire tel type de mouvement. En fait, après, on informe le client et c'est le client qui va aller bloquer l'attaquant sur nos recommandations. Et donc en fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est que le SOC, donc le SOC, le centre de cybersécurité, donc là c'est un petit schéma, je ne vais pas le détailler forcément, mais c'est pour vous montrer à peu près où sont les réseaux et qu'est-ce qu'on va protéger. Donc là je ne peux pas le montrer avec une souris, je suis désolé, mais grosso modo on a en bas vraiment la partie prod, on va les mettre vraiment des sondes dédiées dans cette partie production pour être capable de voir ce qui se passe en termes de cyberattaque dans la partie production.
Et puis ça va remonter grosso modo au travers tout un tas d'équipements vers le SOC. Le SOC, c'est lui qui fait vraiment une analyse complète de ce qui se passe. Et là, on analyse tout type de signaux. Ce qui est hyper important dans la cyberattaque, c'est de détecter les signaux faibles. Donc là, on récupère le maximum d'informations sur tous les éléments de la chaîne et on va aller tout simplement faire une détection de signaux faibles. L'idée, c'est vraiment de le détecter avant qu'il y ait un impact. Hein. C'est ça si c'est détecté juste que tout est bloqué, l'intérêt il est mineur, il n'y en a pas vraiment besoin en ce moment. Et donc là, on voit sur le petit phare que le SOC aujourd'hui, enfin tous les SOC, hein, toutes les équipes de cyber du monde aujourd'hui sont focalisées sur la partie IT, donc la partie attaque sur les systèmes bureautiques et gestion. Et en fait, les parties OT, hein, vraiment la partie protection des environnements industriels, c'est souvent une pièce manquante. Hein. Et ça, c'est absolument indispensable de rajouter cette pièce-là de puzzle sur le SOC pour surveiller à la fois les environnements IT, mais aussi et surtout les environnements OT. Un point important, c'est vraiment cette notion de risque. Hein. On est toujours dans la surveillance de risque. Et ce qui est important sur la partie OT, c'est que c'est extrêmement important de contextualiser par rapport au métier. Autant sur l'IT, finalement, que ce soit un poste bureautique qu'on utilise chez un fabricant dans l'agroalimentaire ou un poste IT qui soit dans je dirais un autre secteur d'activité, grosso modo, ça va être de protéger un PC bureautique. La composante métier n'apparaît pas dans cette protection. Côté OT, au contraire, c'est hyper important. On n'a pas du tout la même protection d'un système agroalimentaire, par exemple, d'un système d'information dans l'énergie ou d'un système d'information dans le luxe. Juste à titre d'exemple, hein, dans le luxe, on protège pas mal de clients dans le secteur du luxe. En fait, eux, un arrêt de production, c'est pas très grave. La production n'est pas forcément de masse. Par contre, la qualité est hyper importante. Dans l'agroalimentaire, la qualité est bien entendu hyper importante, mais la productivité aussi. Hein, d'arrêter une ligne de production pendant 3 semaines, je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, faut vraiment réaliser ce que ça fait. Un industriel dont l'usine est bloquée 3 semaines, les impacts sont quand même plus que majeurs. Hein. Et donc ça, nous, ce qui est hyper important dans notre SOC, hein, c'est toujours d'avoir une analyse de risque qui est toujours orientée métier, de ne pas oublier le métier derrière et de ne pas uniquement protéger un système d'information. Et donc le dernier slide, c'est juste cette notion-là de 3 petites bulles qui arrivent. Donc la première, NIS 2, c'est une réglementation cyber qui est en train d'arriver, d'être mise en application en France là, au mois d'octobre. C'est grosso modo un peu une portée similaire au RGPD. Donc à la fois des pénalités si vous êtes attaqué et que vous n'avez pas mis en place ce qu'il fallait, qui sont en pourcentage du chiffre d'affaires mondial. Donc là, l'effet un petit peu qui se coule. Hein. Vous avez une cyberattaque et en plus derrière, vous avez des pénalités assez fortes. L'industrie 4.0 qui est en train d'arriver absolument partout, donc qui met beaucoup de points d'entrée. Et puis la troisième petite bulle, hein, c'est cette notion d'intelligence artificielle type ChatGPT, mais orientée attaquant, qui va faire mal. Et puis la petite blague qui est mise là, c'est est-ce que vous êtes conscient que l'IA parle Modbus ou HL7 ? C'est 2 protocoles industriels. Un, dans Modbus, on en a partout. Et 2, HL7, c'est plutôt dans le domaine biomédical, enfin tout ce qui va être dans les hôpitaux. Et là, clairement, moi je l'ai fait. Hein, j'ai fait un scénario d'attaque vraiment en 3 minutes 30. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me faire un scénario d'attaque sur tel type d'automate avec tel type de protocole. Vraiment, il a fallu 15 secondes pour le faire. Donc attention à ce point-là. Voilà, donc pour ma partie, c'est terminé et je passe la main donc à Marc. Très bien. Merci Stéphane pour cette entrée en matière qui était évidemment très intéressante. On va voir maintenant avec Nozomi Networks ce que l'on est capable de faire. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du produit du tout. Je vais vraiment vous dire qui est Nozomi Networks, ce que l'on fait, comment on le fait et quels sont les bénéfices pour une entreprise à se protéger avec ce type de produit. Donc en introduction, nous, on est leader mondial de la sécurité et de la visibilité dans les environnements OT et IoT. Rapidement, on est une société d'origine européenne.
Donc contrairement à tout ce qu'on peut voir sur le marché de la cybersécurité, on est plutôt une base installée en Europe. Notre siège social est basé en Suisse, à Mendrisio, et c'est là qu'est toute la recherche et développement de la solution. C'est là que sont les Nozomi Network Labs, donc tous nos ingénieurs qui travaillent sur les menaces de cybersécurité, les vulnérabilités, et qui sont constamment en recherche de nouveautés. On a un peu plus de 12 000 installations dans le monde, donc on est présent partout dans le monde, et évidemment très présent en France. Et un petit peu plus de 105 millions d'équipements qui sont monitorés par la solution. Et puis cette expertise mondiale, on a des ingénieurs certifiés sur cette solution qui permet de traiter l'ensemble des éléments liés à ces sujets. Stéphane? Ah oui, c'est moi, non. On est la seule solution à être certifiée par l'ANSSI sur la partie OT et IoT. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est une belle reconnaissance, mais c'est aussi, ça montre notre engagement à être conforme aux différentes réglementations des pays et à apporter de la valeur pour nos clients. On est également membre du Campus Cyber, qui est cette initiative nationale à vocation européenne bientôt, qui lutte évidemment contre les cybermenaces. Et le Campus Cyber est très IT. Nous, on apporte notre brique sur la partie OT et IoT, en parlant de nos cas d'usage, en participant au groupe de travail et en apportant de la valeur, notamment sur la partie Threat Intelligence. Alors, quels sont les moteurs du marché? Stéphane en a un petit peu parlé. Oh, mince, comment on fait pour revenir en arrière? Ouais. Donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est la transformation digitale, donc de plus en plus d'environnements numériques dans les environnements, et évidemment dans les environnements industriels et les environnements critiques. Cette convergence IT-OT, donc effectivement, il faut réussir à faire cohabiter les deux mondes. C'était deux mondes qui étaient complètement isolés jusqu'à présent, qui maintenant se parlent au travers des réseaux. Donc il faut s'assurer que la segmentation est bien faite, mais il faut aussi s'assurer qu'on puisse, depuis un point central, contrôler les deux environnements et avoir les mêmes types d'informations qui soient remontées et de façon compréhensible aux équipes qui vont traiter ces événements. La partie IoT, évidemment, tout ce qui est objet connecté, donc on prévoyait une augmentation très importante d'ici fin 2004. On parlait de 83 milliards d'équipements, je pense que ce chiffre est largement dépassé. Mais les IoT sont évidemment des équipements qu'il faut surveiller. Il n'y a pas de sécurité embarquée dessus, ou alors très très peu. Et c'est des équipements qui sont généralement installés, c'est ce qu'on rencontre dans les environnements industriels, généralement installés avec des mots de passe et des logins et des mots de passe par défaut. Donc typiquement, c'est des informations, si ce n'est pas admin, mais des informations qu'on peut trouver facilement sur Internet. Donc on peut facilement rentrer au travers d'un IoT dans une entreprise. On l'a encore vu récemment dans un groupe industriel qui venait de faire installer un système de climatisation. Et cette climatisation a été évidemment très bien installée, hein, la clim fonctionnait. Mais pour autant, elle était connectée au réseau principal de production et elle avait comme niveau d'entrée admin qui permettait d'être télémaintenue. Et donc, on pouvait évidemment accéder à ces réseaux de production via cette clim qui était récemment installée. Donc, c'est vraiment des vecteurs d'attaque importants. Et puis, la gestion des menaces et des risques. Donc, on a parlé des coûts des attaques. Ça continue d'augmenter. La fréquence des attaques continue également d'augmenter. Donc, il va falloir se protéger par rapport à tout ça. Et puis, la 5G arrive dans les entreprises, donc la 5G publique, mais surtout la 5G privée. Et puis, il y a des choses qui vont arriver connectées grâce à la 5G, notamment tout un nombre d'IoT supplémentaires qu'il va falloir prendre en compte. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça chez Nozomi Networks? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? Apporter de la visibilité et de la sécurité dans ces environnements. Donc, tout objet connecté, tout environnement, tout objet industriel va devoir être répertorié, cartographié, pour qu'on ait sa connaissance et qu'on ait suffisamment d'informations dessus. Comment est-ce qu'on fait ça chez Nozomi Networks? Tout d'abord, ces équipements sont mal connus. Quand on parle aux industriels pour la première fois, ils ont une idée des équipements qui sont connectés dans leurs usines, dans leurs environnements, mais ils n'ont pas une idée exhaustive, ils n'ont pas une cartographie à jour, ils n'ont pas un fichier Excel même qui soit à jour avec l'ensemble des équipements. Donc il va falloir leur apporter cette visibilité. Et pour apporter cette visibilité dans les environnements critiques, c'est complexe. Parce que ces environnements, on ne peut pas aller faire du scan, par exemple, parce que ça peut les perturber. On l'a dit, hein, ces environnements ne peuvent pas être arrêtés, ils tournent 24/7. On ne peut pas non plus aller installer d'agents dessus, des fois parce qu'on ne peut pas. Mais quand on pourrait, si on installait un agent, ça pourrait perturber la machine, l'amener à rebooter, et comme elle ne s'arrête jamais, elle pourrait ne pas redémarrer. Donc c'est des risques qu'on ne souhaite pas courir. Donc c'est pour ça qu'on va faire cette analyse de visibilité de façon passive. On va se mettre en écoute sur le réseau et on va remonter toutes les informations qu'on va être capable de voir. Donc on va savoir qui parle,
qui parle avec qui. Donc on va être capable de faire une matrice des flux. On va être capable également de remonter l'ensemble des équipements qui sont présents sur ces réseaux. Alors, les équipements que le client connaît, puis tout un tas d'autres qui vont être très importants et qui vont permettre de cibler notre recherche. Et puis, on va également faire une analyse protocolaire approfondie. Ça, c'est très important pour gérer le comportement des équipements et on va voir comment on s'en sert juste après. Donc, en cybersécurité, vous le savez, on sécurise bien ce qu'on voit bien. Donc, on a cette visibilité maintenant grâce à la cartographie, grâce à l'inventaire qu'aura fait la solution au départ. Eh bien, maintenant, on va être capable de détecter. Donc, on va détecter tout type de menaces cyber. On va détecter évidemment les vulnérabilités qui sont présentes sur les environnements du client. Et puis, on va détecter des anomalies de fonctionnement des équipements. Ça, c'est grâce à cette analyse protocolaire. Donc, on va étudier le fonctionnement, on va étudier les comportements dans le temps de ces équipements. Et tout ce qui va sortir de la normalité dans un process de production, eh bien, potentiellement pourrait remonter en alerte. Donc, si un four industriel venait à changer de température à un moment du process qui n'est pas prévu, eh bien, c'est une alerte. Si un système de traitement d'eau venait à avoir ses taux de chlore augmentés, c'est typiquement des choses qu'on pourrait voir. Potentiellement une tentative d'attaque, mais pas que. Ça peut être une erreur de programmation de l'automaticien, donc on va remonter cette information également pour lui. Ou ça peut être une défaillance tout simplement de l'équipement. Donc en avance de phase, on va prévenir qu'un équipement commence à présenter des signes de faiblesse. Et puis enfin, en cybersécurité, on a l'habitude de dire qu'à plusieurs, on est plus fort. Ils sont beaucoup plus nombreux à l'extérieur à essayer de rentrer que nous à essayer de nous protéger. Donc voilà, nous, on va vraiment mutualiser nos efforts. Tout ce que l'on aura découvert, tout ce que l'on aura comme information, on va être capable de le partager avec l'ensemble de l'écosystème du client. On ne va pas vous demander de tout réinventer. Vous avez déjà des solutions en place, des outils qu'il faut utiliser ou réutiliser grâce à la solution de Nozomi. Et donc, on va être capable de s'interfacer avec des solutions de SIEM, de SOAR pour pouvoir remonter des informations dans un SOC, comme on en parlait tout à l'heure. On va être capable de s'interfacer avec des EDR, avec des solutions de NAC, avec des firewalls. Tout ça pour apporter de la valeur et du complément d'information grâce aux éléments que Nozomi Networks aura découverts sur les réseaux. Ça passe pas. Il n'y a plus de batterie. C'est bon. Alors, quels sont les bénéfices et les différents cas d'usage? Ça passe plus. C'est bon. Donc les premiers bénéfices, ça va être pour les équipes IT. Donc ça va leur donner des informations sur l'état du réseau, évidemment, d'avoir cette cartographie, d'avoir la matrice des flux. Ça va vraiment leur donner des informations pertinentes et importantes. Ça va les aider à répondre aux incidents. Alors d'abord de leur propre chef, mais aussi lorsque les équipes opérationnelles peuvent rencontrer des informations, ils peuvent créer une capture de l'événement à ce moment-là et l'envoyer au moment où ils ouvrent leur ticket pour pouvoir alimenter les équipes IT. Et puis également gérer les firewalls et gérer les différentes opérations de rémédiation. Les équipes de sécurité vont être sensibles évidemment aussi à ce type de produit parce que ça va les aider à surveiller l'ensemble de leurs vulnérabilités. Donc ça va leur permettre d'avoir une idée de la surface d'attaque potentielle. Ça va également leur permettre de collaborer avec les équipes IT et puis également de répondre aux différentes attaques et aux différentes intrusions et puis de gérer également la partie firewall pour la partie firewall qu'ils gèrent de leur côté. Les équipes OT, donc les équipes opérationnelles, ça va leur permettre de surveiller les systèmes de production, de détecter les anomalies, comme j'en ai parlé déjà tout à l'heure, de répondre aux incidents et également de comprendre l'interaction avec leurs différents systèmes. J'en parlais tout à l'heure, ça peut être parfois une attaque, mais ça peut être parfois une erreur de programmation de l'automaticien. Donc ça va être des informations pertinentes qui vont leur être remontées et qui vont leur servir dans leur quotidien. Et puis enfin, les équipes SOC, être capables de surveiller l'ensemble des alertes, leur fournir toutes ces informations, réponse aux incidents évidemment pour les équipes et leur fournir également des playbooks, donc qui sont une liste d'actions à mener en cas d'attaque ou liées à une attaque spécifique. On va pouvoir fournir évidemment ce type d'informations qui vont être pertinentes pour eux et les aider dans la remédiation. Alors en image,
Pour les équipes IT, donc on présente une cartographie comme ça. On a plusieurs vues évidemment de la cartographie. Ça, c'est une vue qui va nous permettre de représenter, je dirais, un petit peu le réseau d'un client par zone. Et on va être capable de se rendre compte de quelle zone parle avec quelle zone. Et donc, ça va permettre au client de se rendre compte si la segmentation est correctement faite, si une zone de production A et de production B doivent parler ou si elles ne doivent pas parler. Enfin voilà, on va être capable de pouvoir remédier à un certain nombre de complexités réseau qui seront facilement visibles grâce à ces représentations. On va être également capable de voir des problèmes réseau, comme les retransmissions TCP. On va être également capable d'analyser ce qui se passe sur un lien pour beaucoup mieux comprendre et aller dans le détail, typiquement en cas de problème. Et puis aussi, pour les équipes réseau, on a la possibilité de pouvoir faire un snapshot ou une photo de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a après, et notamment lors d'une fenêtre de maintenance, être capable de montrer au client ce qui a été modifié, ajouté ou enlevé sur son réseau. Et ça, on le voit par des changements de couleur. Donc on le voit directement sur la cartographie. D'une certaine couleur, c'est ce qui a été enlevé, d'autres, ce qui a été modifié. Et ça permet de se rendre compte si la fenêtre de maintenance a bien été réalisée telle qu'il souhaitait le faire. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'une attaque. Qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a après, quelles sont les machines qui ont été impactées. Donc le produit vraiment permet de répondre à toutes ces solutions et à tous ces besoins des équipes IT. Pour les équipes sécurité, évidemment, ça va présenter les vulnérabilités, ça va les hiérarchiser. Ça va apporter tout un tas d'informations, notamment sur les équipements tels qu'une clé USB, par exemple, qui pourrait présenter une information ou une compromission potentielle, mais également des problématiques liées à une attaque particulière. Là, ici, on voit une attaque Dragonfly 2. Voilà, tout un tas d'informations qui sont pertinentes, évidemment, pour les équipes de sécurité. En ce qui concerne les équipes OT, eh bien, on va avoir la représentation de l'équipement industriel avec les informations, les variables, les informations sur le niveau de version de l'équipement et tout type d'équipement. On va également avoir les informations en termes d'anomalies de fonctionnement de cet équipement, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, tout un tas de métriques qui sont pertinentes pour ces équipes de production. Et enfin, pour le SOC, eh bien, on a des tableaux de bord, on a des rapports qui sont disponibles. Donc on va fournir directement aux équipes du SOC les différents playbooks dont je parlais tout à l'heure, en cas d'attaque, comment se comporter, comment réagir. Et puis enfin, playbook dans le cadre d'une alerte de trafic mal formé. Bon voilà, différents exemples qui sont des captures d'écran qui permettent de se représenter en fonction des besoins des différentes équipes, ce que le produit et ce qu'une solution comme Nozomi peut apporter dans ce contexte. Ouais, j'allais passer la parole à Franklin. à Franklin. Je pense que la meilleure chose maintenant pour bien comprendre comment on met ça en œuvre, c'est d'avoir un témoignage client. Donc je passe la parole à Franklin de la société Andros. Merci Marc. Franklin. Oui. On va attendre la présentation. En quelques minutes. Donc en fait, on a été partenaire avec Nozomi sur la mise en place de la sécurisation opérationnelle chez Andros. Donc là, en fait, ce que Franklin va nous présenter, en fait, c'est un petit peu la vision du projet qui a été étalée sur à peu près un an, un peu plus, à peu près un an. À peu près un an, oui. De début de phase initiale, d'études un petit peu de la façon dont on est protégé, jusqu'à la mise en œuvre là, qui est aujourd'hui assez récente, mais je vais laisser Franklin l'expliquer. Ça marche. Donc oui, moi je m'occupe de la cybersécurité industrielle pour tout le groupe Andros. Je fais partie de la direction industrielle et je suis en lien avec le RSSI du groupe. Je vous montrerai un organigramme juste après. Alors très rapidement, Andros, c'est quoi? C'est qui? Bon, je pense que vous connaissez tous Andros, c'est les compotes, les confitures, les jus Andros. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la volumétrie de l'entreprise. On est quand même on a 46 sites industriels. On est présent sur 17 pays industriels. On fait plusieurs métiers. On fait de la transformation de fruits, mais aussi tout ce qui est produits laitiers. On fait aussi tout ce qui est confiserie. Les sucettes Pierrot Gourmand, c'est nous aussi derrière. Et on est plus de 11 000 collaborateurs. Donc cette belle entreprise, il faut la protéger des cyberattaques, d'où ma présence. Alors, très rapidement, je voulais vous présenter un petit peu la genèse de la cybersécurité chez Andros, comment on en est arrivé à parler de cybersécurité.
Comme toute entreprise, nous on a voulu se lancer dans le digital, hein, c'est une innovation importante, c'est une nécessité absolue pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir de la donnée, de productivité, d'avoir une flexibilité accrue et pour toutes nos usines de pousser vers la transformation et la transformation digitale. Tout ça forcément ça amène des enjeux de cyber, donc forcément on a un accroissement important de l'exposition, une accentuation des impacts et du fait des nouvelles technologies, on va amener de nouvelles menaces. Il y a 4 ans, en fait, la direction d'Andros en a pris conscience. Donc, ils ont fait un virage à 180 degrés à ce niveau-là. Et ils se sont posés là-dessus. Ils se sont dit, bon, OK, on va vers l'usine numérique, mais maintenant, comment protéger notre savoir? Donc, on va travailler sur toute la notion de cybersécurité IT. La difficulté, c'est qu'effectivement, les gens de l'IT n'ont pas connaissance du monde de l'OT, le monde industriel. Donc, il y a 4 ans, ils se sont dit il faut peut-être quelqu'un pour gérer toute cette partie-là, pour être en relation avec les gens de la DSI. Donc, je suis arrivé il y a maintenant 3 ans, et derrière ça, on a mis en place une organisation typiquement OT, mais en lien toujours avec les gens de l'IT. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu cette organisation autour de la cybersécurité industrielle. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je fais partie de la direction industrielle. Et dans la direction industrielle, il y a une entité qui est le service A2I, automatisme et informatique industrielle, dont je suis rattaché. Et moi, je suis le référent de cybersécurité industrielle du groupe. Et je travaille en lien direct avec le RSSI du groupe. Une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais tout seul, ça va être compliqué. Je vous ai présenté tout à l'heure les différents sites. Donc ce que j'ai imaginé derrière, c'est de mettre en place après des référents locaux à chacun de mes sites, de façon à ce qu'ils puissent m'aider, qu'ils soient entre guillemets mes yeux sur le terrain, et qui m'aident à promouvoir la bonne parole. Donc on a commencé à mettre en place en fait des référents cybersécurité locaux dans chaque site. En tout cas pour le moment on s'est focalisé sur la France et on a visé plutôt des gens de maintenance automatisme parce qu'ils ont une bonne connaissance du terrain, ils ont une bonne connaissance de leurs automatismes et ils ont aussi cette volonté d'aller dans le monde IT et d'essayer de protéger leur savoir. Donc sur chacun des sites on a défini un référent avec lequel j'ai pu travailler. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On a déjà cherché à mettre en place un niveau de maturité sur chacun de nos sites. En fait, ce que j'avais besoin de savoir, moi, c'est sur chacun de mes sites où on en était et jusqu'où on doit aller en termes de maturité. Donc on a commencé, entre guillemets, à promouvoir des bonnes pratiques, en tout cas déjà à définir concrètement quel est le rôle du référent cyber. J'ai cherché à comprendre aussi comment on était sécurisé sur chacun des sites en accès physique, notamment l'accès au B-réseau, aux salles serveurs. Est-ce que, entre guillemets, la première personne, le premier visiteur peut rentrer sur les sites comme il a envie et puis après aller, entre guillemets, foutre le bazar dans nos réseaux. J'ai cherché à comprendre comment on était cloisonné aussi d'un point de vue réseau informatique. Je parle du réseau OT. Ensuite, on a cherché à sécuriser et à comprendre comment on pouvait durcir nos équipements industriels. On a cherché à désactiver les ports USB. On s'est rendu compte qu'effectivement, les ports USB en mémoire de masse, je précise bien, n'étaient pas utilisés. Du coup, on a désactivé tous les ports USB en mémoire de masse. Tout ce qui est clavier-souris, par contre, évidemment, on les a laissés ouverts. En tout cas, on s'est dit, on verrouille les ports USB. Après, l'idée, ça a été de gérer et de suivre un peu plus les interventions de maintenance, et notamment l'intervention des partenaires lorsqu'ils font des mises à jour. Ça a été un grand chantier. C'est toujours pas terminé. Ce qu'on a mis en place, en fait, c'est que dès lors qu'on fait intervenir un partenaire, j'ai émis une espèce de checklist qui me permet, entre guillemets, de mesurer la maturité de mon partenaire. Déjà de savoir si effectivement chez mon partenaire, il y a une personne qui est en charge de la cybersécurité industrielle, avec qui je peux m'entretenir, avec qui on peut discuter, et pour comprendre un peu la maturité de ce partenaire-là. Et puis, on a cherché aussi à gérer toutes nos sauvegardes, bien s'assurer qu'effectivement toutes nos sauvegardes étaient bien sécurisées, faire le fameux 3-2-1, bien s'assurer que tout ça soit bien fait dans tous les sites. À partir de là, on s'est fixé un délai pour atteindre un niveau de maturité, puis j'ai mis comme des médailles, alors c'est pas en lien avec les JO bien sûr, mais on s'est dit que pour chacun des sites, on va les positionner sur 3 niveaux de critères.
basique, intermédiaire et avancé, et au fur et à mesure, indiquer à un site, aujourd'hui tu es situé sur le niveau basique, pour atteindre le niveau intermédiaire, tu devras faire telles actions, telles actions, telles actions, et en face de ça, j'ai mis des KPI, et chaque année, l'idée c'est d'augmenter en maturité pour chacun de ces sites. Donc là, je vous ai présenté un petit graphique, c'est pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'année N+1, je vais refaire un audit pour savoir si les plans d'action ont été bien mis en place, et puis l'année N+2, un nouvel audit derrière. Et tout ça, ça va se suivre au fur et à mesure. Autre chose qu'on a mis en place, donc en lien avec l'équipe d'Advance et Nozomi, ça a été la mise en place de la surveillance de nos réseaux industriels. Donc ça, je vous ai présenté une petite time-lapse en fait pour vous dire à peu près le temps que ça prend. Donc on a commencé réellement l'année dernière, en 2023, dans lequel on a en fait réalisé avec l'aide de Nozomi Advance un POC. On s'est dit, tiens, on prend une usine significative. Qu'est-ce que c'est qu'une usine significative pour nous? C'est à peu près 1000 assets, on va dire. Et on s'est dit, on va réaliser un POC, on va mettre en place ce système et on va voir les choses que cette solution peut nous remonter. Donc ça nous a permis effectivement d'avoir une bonne visibilité des assets sur tout le réseau industriel. On avait déjà une bonne visibilité, mais on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelques équipements. Ah oui, c'est vrai, tel équipement-là, on a eu la ligne qui est arrivée l'année dernière, mais on a oublié de mettre à jour notre listing d'adresse IP. Ah, c'est dommage. Donc ça, la sonde, ça nous a permis de voir. Ça nous a mis aussi en évidence des signaux faibles. On a branché la sonde, le lendemain, on a eu un trojan. On s'est rendu compte que la sonde nous a popé, alerte niveau 9, trojan, Stéphane était là, trojan sur un poste, un ancien poste XP qui était dans son coin, mais pour autant, il avait un vieux virus qui traînait. Bon, forcément, on a très rapidement décablé et puis on a poussé pour mettre à jour ce poste-là. Ça nous a permis aussi de voir que sur le réseau transitaient toutes les authentifications. On a des équipements malheureusement qui discutent entre eux et on voyait les logins admin ou admin 1, 2, 3, 4 qui transitaient sans aucun problème. Donc ça a apporté un côté sécuritaire et ça a aussi apporté un côté opérationnel. Cette sonde nous a permis de voir par exemple que des équipements discutaient alors qu'ils n'avaient pas lieu de discuter ensemble et ce qui bombardait le réseau. Donc ça, on l'a vu tout de suite et on a commencé à chercher pourquoi. C'était un problème de config dans la configuration automate et on a été bloqué cette partie-là. On avait aussi tout à l'heure, comme disait Marc, un équipement qui broadcastait beaucoup. En fait, c'était un vieux câble réseau qui était complètement pourri. On l'a remplacé, depuis ça va mieux. C'est plein de petits signaux comme ça que cette sonde nous a apportés et qui nous a permis de nous améliorer à ce niveau-là. À partir de là, on a été convaincus. En tout cas, j'ai réussi à convaincre ma direction à ce niveau-là. Très récemment, en fait, on a installé ces sondes sur les sites historiques du groupe Andros. Donc, les sites historiques sont situés dans la vallée de la Serre, dans le 46, dans le Lot. On a un campus, entre guillemets, de 4-5 sites historiques. Et du coup, avec l'aide d'Advance, on a installé les sondes. Et pour ce faire, en fait, on a fait une étude précise de où positionner les sondes. Tout à l'heure, Stéphane avait montré l'architecture. Ça, c'est un travail qui est très important. Donc, Advance nous a accompagnés dans cette démarche-là et on a travaillé en collaboration avec l'équipe IT, l'équipe DSI Réseau, parce que ce qui est très important, c'est un travail en commun avec les équipes locaux DSI Réseau. Nous, de notre côté OT, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut vraiment un travail en collaboration, c'est très important. Et dès qu'on a mis en place ces sondes-là, forcément, on a vu quelques alertes. On a vu qu'effectivement, on avait des modems 4G qui popaient, alors qu'on pensait que ça avait été démantelé. Ça avait été mis en place à un moment de l'installation d'une ligne, et c'est resté comme ça pendant quelques années. D'un point de vue opérationnel, là pareil, on a vu qu'il y avait des problèmes de configuration sur certains automates. On a vu qu'un automate d'un site allait discuter avec un automate, en tout cas tentait d'aller discuter avec un automate d'un autre site. On a problème de recopie de config, donc on a recoupé ce flux-là. Aujourd'hui, on est sur le travail de raccordement de ces informations-là au SOC. Donc là, pour le moment, on traite les informations, on tente de récupérer que les informations qui sont les plus importantes et on va faire un travail d'analyse de risque là, dans les semaines qui viennent avec l'équipe d'Advance pour vraiment classifier chacune de ces alertes et pouvoir les remonter au SOC de façon à pouvoir descendre les alertes à l'équipe sécurité locale du site. Autre sujet important, donc il nous a fallu presque un an pour faire entre le POC et la mise en place du SOC. Aujourd'hui, c'est un budget qui a été porté par nous, les services centraux.
À voir à l'avenir comment ça va se goupiller, tout ça, mais pour le moment, c'est porté par nous. La suite, après, demain, donc là, c'est plus un petit message. Alors, je ne sais pas s'il y a des fournisseurs de machines ou d'équipements dans la salle. Mais un petit message, c'est d'ores et déjà, tant que peu, se faire, c'est intégrer la cybersécurité dans vos machines dès le début. Parce qu'on voit encore trop de machines qui arrivent chez nous, où en fait on a des services qui sont ouverts à gogo, des services qui peuvent être vulnérables, qui sont ouverts, qui devraient être fermés. On a des fois des équipements qu'on reçoit avec des modems 4G, donc ça arrive comme ça chez nous. Alors, on vérifie, hein, mais si déjà de votre côté vous pouvez verrouiller cette partie-là, ça peut être pas mal. Et un maximum, tenter de sécuriser avec les OS les plus récents et des équipements et des automates les plus récents. Très récemment, on a acquis une machine avec un automate d'une très vieille gamme. Je ne comprends même pas que ce soit possible. Heureusement, on l'a bloqué, mais certains fournisseurs se permettent quand même de fournir des vieux automates. Et puis peut-être que pour aller plus loin, lors de l'achat des machines, ce serait peut-être de proposer des services de maintien en conditions de sécurité. Aujourd'hui, je ne vois pas encore cette partie-là arriver. On a la garantie de la machine, mais est-ce que c'est possible d'avoir après une MCS derrière? Ça peut être pas mal. Et aussi tenter de faire des tests d'intrusion. Je sais que ça peut se faire, comme ça vous arrivez, vous nous vendez la machine et elle est estampillée avec un test d'intrusion, et je pense que ça peut être pas mal pour l'avenir et dans les jours à venir. Je vais juste redonner la main à Marc qui va nous parler d'un équipement qui peut être intéressant. Ah oui, je n'ai pas trop parlé d'équipement, mais vous avez compris que la solution Nozomi, c'était une solution à base de sondes. Et aujourd'hui, nos sondes, elles regardent tout ce qui est réseau Ethernet, donc tout ce qui est filaire. Là, il y a un mois, on a introduit une nouvelle sonde pour écouter ce qui se passe dans les airs. C'est-à-dire une solution qui va être pour les réseaux sans fil. Donc on va couvrir toute la partie Wi-Fi. Donc pas aller se connecter à une borne, mais vraiment regarder le trafic Wi-Fi en tant que tel, regarder le trafic Bluetooth, regarder les trafics Zigbee, LoRaWAN et également toute la partie 3G et 4G. Donc typiquement, dans une usine, on va être capable de détecter tous les ROG devices, des équipements 3G ou 4G qui tentent de communiquer, qui sont interdits mais qui sont pourtant là. Et donc on va être capable de les identifier, voire même de les localiser. Si on a suffisamment de sondes, on va pouvoir faire de la triangulation. Et à partir de là, vraiment géolocaliser l'équipement qui pose problème. Donc on pourra aller jusqu'à supprimer ces équipements-là. Et puis on va écouter également du trafic qui peuvent venir de la communication avec des drones. Donc pour des entreprises ou des usines qui seraient survolées par des drones, pour de l'espionnage industriel ou tout autre type d'attaque, eh bien, typiquement, c'est des choses qu'on sera capable de détecter aussi. Là, la sonde va être mise en commercialisation dans quelques jours. Merci. Merci Marc, merci Franklin du coup pour ce témoignage. Alors je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps pour des questions-réponses. Un micro qui peut vous être distribué. Ouais, bonjour, Laurent Chassé, GPIA, groupement des équipementiers du process et du packaging. Donc on parlait de machines là. J'ai envie de poser une question à Andros. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Qu'est-ce que vous voulez ne surtout pas voir dans les machines qui équipent vos usines? En tout cas, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux équipementiers qui sont vos fournisseurs? Parce qu'on est au CFIA, Carrefour des fournisseurs ici. Effectivement. Donc, effectivement, la première chasse que je fais, c'est clairement les modems, les routeurs 4G ou 5G, en tout cas, toute cette partie-là. Et l'autre chasse aussi, c'est la partie obsolescence. Encore comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, j'ai vu des équipements relativement obsolescents qui sont arrivés chez nous. Sachez que souvent, c'est les donneurs d'ordre ne sont pas forcément automaticiens ou informaticiens industriels. Donc, nous, on a mis en place un process chez nous de façon à ce que la personne qui passe la commande de la machine va suivre un processus de façon à ce que nous, on vérifie au niveau de la direction industrielle tous ces équipements-là, et on va faire la chasse à ces équipements-là pour éviter d'avoir du matériel obsolète. Parce qu'on sait que dès lors qu'on a un matériel obsolète, pour pouvoir le faire migrer, c'est très compliqué après coup. Donc autant en acheter un up-to-date tout de suite. D'accord, donc vous seriez d'accord pour accompagner les équipementiers à leur dire si on labellise ce dont vous avez besoin finalement, ou surtout pas besoin, quels sont les devices que vous ne voulez pas voir sur une machine,
pour gagner un petit peu de temps et pas être obligé de la désosser au moment où on la livre et voir si dans les specs tout est bien respecté. Oui, complètement. Nous, ce qu'on a mis en place, on a mis en place des standards, des standards de spécification cyber, mais aussi des standards matériels. Moi, dans ma standard de spécification cyber, qui émane d'ailleurs de la PSSI du groupe Andros, clairement, j'indique pas de modem 4G dans mon standard. C'est un document qu'on fournit à nos partenaires et on ne signe pas un achat de machine tant que cette spécification n'ait été validée ou en tout cas n'ait été revue. Donc normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de matériel. Ce qui peut être fait aussi, ce qu'on fait nous avec quelques constructeurs de machines, c'est ce qu'on appelle des tests d'intrusion. C'est-à-dire qu'enfin, on a des équipes chez nous qui sont des hackers éthiques et qui vont attaquer la machine exactement de la même façon qu'un attaquant réel ferait. Et ça, c'est extrêmement efficace en fait, parce que assez rapidement, on va trouver les points d'entrée dans la machine, on va trouver les vulnérabilités qu'on peut exploiter. Et ça, souvent, on l'a fait avec un client, le premier test d'intrusion sur une machine industrielle, on rentre vraiment très très facilement. On va être en mesure de faire tout ce qu'on veut, à la fois récupérer le code source, éventuellement modifier le code source, c'est-à-dire modifier le comportement de la machine. Ça, vous imaginez bien que sur une machine en production, ce n'est pas forcément un truc super intéressant pour le client final. Donc faire un petit test d'intrusion, ça dure 3 jours, c'est pas très long. En 3 jours, on est capable de trouver à peu près toutes les vulnérabilités sur une machine. Et je peux vous garantir qu'en fait, au bout de ces 3 jours, le niveau de sécurité de la machine, il a bondi. C'est-à-dire que généralement, une fois que toutes les failles sont corrigées, on peut venir faire un contrôle, on le fait souvent. Là, souvent, le contrôle, c'est là, on n'arrive plus à rentrer dans la machine. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que ça coûte pas cher, c'est rapide à faire et vous faites quelque chose d'extrêmement pragmatique pour améliorer la sécurité de la machine. Et autre chose aussi pour les fournisseurs, si vous mettez des modems, des routeurs 4G, c'est que vous avez un besoin de prendre à distance ces équipements-là. Regardez-vous auprès des clients, on a des solutions. En tout cas, nous, on a une solution qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, je le dis dans ma spécification, c'est des choses qui sont possibles. Donc pour éviter justement, moi je ne m'amuse pas à vous dire je ne veux pas de modem 4G juste pour le plaisir. C'est que j'ai bien compris qu'il y avait un besoin derrière, donc en contrepartie, je mets en place une solution plus sécure qui est estampillée, qui est validée par l'équipe sécurité d'Andros et on se met autour de la table et on regarde comment on raccordait tout ça et que vous puissiez prendre la main à distance. Bonjour, je suis Julien Monlot chez Emerson. Alors, tout à l'heure, j'entendais un exemple là, sur les climatiseurs communicants. Ça m'a fait penser à un produit là, qu'on met en avant et qui fait de la remontée d'informations sur les consommations d'air, notamment. Et je ne comprends pas, en fait. Alors moi, je suis vendeur, je n'ai pas du tout de connaissances dans votre domaine, mais comment notre objet donc, qui est connecté via le réseau Ethernet avec un protocole, on parle d'OPCUA, comment ça peut être dangereux étant donné que ça ne communique qu'en interne sur toutes les couches, là on a vu jusqu'à la supervision, comment on peut hacker ça de l'extérieur en fait. Et c'est une question en fait, c'est un frein à la vente. Souvent, on nous dit, oui, il va falloir passer par le service IT, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le hacker, il va faire 2 choses. Un, il va essayer de prendre la main de l'équipement. Et 2, potentiellement pour en détourner l'usage. C'est-à-dire que d'en prendre la main, ça peut juste être, du coup, je contrôle le process, je le modifie, je l'arrête. Je récupère juste des données, parce que des fois, des objets connectés qui mesurent de la donnée, ça peut être extrêmement utile pour vos concurrents. Par exemple, je mesure le taux d'utilisation d'une machine, ça peut me donner des idées sur, du coup, là, ils sont en pleine prod, ils ont gagné un gros projet parce que là, leur truc, ça tourne 24/7 sur toutes les lignes. Il y a des informations d'espionnage industriel qui passent assez facilement par ces équipements, mais vraiment après il y a le détournement de l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, un des scénarios qu'on fait, nous, d'attaque, pour montrer un peu à nos clients quel risque il y a sur un système industriel, c'est juste, en fait, il y avait une caméra de surveillance sur la machine pour justement faire de la maintenance à distance. C'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui fait une maintenance à distance sur la machine, il avait besoin d'un petit retour visuel. Donc en fait, il s'est mis une petite caméra sur la machine, tout simplement, et depuis du coup son poste à distance, il regarde ce qui se passe quand il fait de la maintenance.
a priori, on ne se pose pas de questions sur ce genre de cas de gestion. Qu'est-ce que la caméra peut faire de mal? Deux choses. Premièrement, l'attaquant, et on l'a fait, hein, on s'est amusé à faire ce scénario-là en réel, on prend en main la caméra pour récupérer le flux vidéo. Donc déjà, s'il y a de la confidentialité sur la machine elle-même, l'attaquant voit tout ce qui se passe sur la machine, il voit comment elle fonctionne la machine, comment elle est designée. Et deuxièmement, et c'est là que c'est un petit peu plus vicieux, comme la caméra c'est quelque chose qui n'est pas du tout sécurisé, d'accord, en fait on va l'utiliser pour aller détourner son usage, ce qui fait que la caméra en fait, elle est utilisée après pour aller modifier le fonctionnement du système industriel. C'est-à-dire qu'en fait on va récupérer des données sur les automates, on va envoyer des informations à la supervision. En fait c'est juste un point d'entrée et l'attaquant va utiliser cet équipement-là comme point d'entrée pour aller faire ce qu'il veut sur le reste du système. Donc il faut vraiment avoir en tête que l'attaquant va potentiellement non seulement rentrer dans l'équipement, mais il va modifier son comportement. Mais comment il fait de l'extérieur? Parce que là, c'est le monsieur qui est sur sa supervision, donc il est, par exemple, chez Andros, quoi. A priori, il n'est pas hacker. Comment fait un hacker pour aller de l'extérieur à Andros, déjà? Alors, il y a plein de chemins possibles, en fait. Hein. Le premier, c'est je vous envoie un mail, vous cliquez dessus, et votre équipement, votre PC, votre smartphone, enfin n'importe quoi, devient le point d'entrée chez Andros ou sur la machine. Mais en soi, le matériel, le capteur en l'occurrence, c'est pas un point d'entrée de l'extérieur en tout cas. S'il n'a pas de réseau sans fil et qu'il n'est pas connecté vers l'extérieur, non, c'est pas un point d'entrée. Par contre, s'il a une vulnérabilité qui est facile à exploiter, ça peut être un point de ce qu'on appelle la latéralisation. C'est-à-dire que l'attaquant va l'utiliser pour pouvoir aller bouger autre part. Dans le cas de mon système de clim tout à l'heure, elle était télémaintenue la clim. Donc voilà, à partir du moment où elle est télémaintenue, c'est un point d'entrée depuis l'extérieur. Et ils utilisent, donc ils font des scans de ports, et ils se rendent compte qu'il y a des ports ouverts ou d'autres fenêtres ouvertes, et ils passent par là. Donc c'est juste un point d'entrée. Bon, on reste disponible, je crois que le timing est passé. Si vous voulez poser 2-3 questions comme ça en one-to-one, on va se mettre juste derrière la porte là-bas. Merci à tous. Merci beaucoup.